pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. Bon, on est de retour à l'émission. C'est l'abondance, encore une fois, cette semaine. Beaucoup de sujets à commenter pour notre microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi, je vous le rappelle, professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut, Patrick. Salut, LP. D'abord, un petit suivi concernant un traitement fort prometteur contre le cancer du sein, le médicament Enhertu. Il est bel et bien approuvé et disponible ici au Canada, finalement. Oui, c'est ça, LP. Tu te rappelles, la semaine dernière, j'étais pas sûr de ma réponse et au lieu de dire une niaiserie, j'ai fait, comme je fais avec mes étudiants, je suis allé vérifier les sources. Donc oui, depuis quelques semaines, Santé Canada a approuvé le médicament. Donc pour les personnes qui ont un cancer du sein, qui est métastasique et qui exprime beaucoup une certaine protéine qu'on appelle HER2. Donc, oui, il est maintenant disponible. Donc, pour les personnes là, qui souffrent malheureusement de ces cancers-là, ça demeure une bonne nouvelle dans les circonstances parce que, bon, c'est un traitement qui est très prometteur et qui peut, disons, augmenter les chances d'un traitement positif. Là, Une nouvelle option intéressante. Et une fois qu'il est approuvé par Santé Canada, ça veut dire que tous les médecins dans le domaine sont au courant et vont l'offrir si ça correspond, là, si le type de cancer correspond à ce médicament-là, Patrick? Exact. Donc, c'est pas automatique. Si une personne a un cancer du sein, il doit quand même répondre à certains critères. Donc, si effectivement les critères sont rencontrés, les médecins, j'ose espérer, sont tous et toutes informés de cette nouvelle molécule-là, de ce nouveau type d'anticorps-là. Donc, oui, ça devrait être une option qui serait offerte là, aux patients et patientes là, du Canada. Parfait. Je veux t'entendre sur un autre sujet qui touche tout le monde. Une nouvelle étude américaine, mais c'est sûrement la même chose ici, qui indique qu'une forte proportion de la population se sert de l'eau du robinet pour rincer ou nettoyer des appareils médicaux. Explique-nous pourquoi c'est pas une bonne idée, ça, Patrick. Oui. Je vais rassurer les gens en partant. L'eau que l'on consomme, particulièrement dans la région de Gatineau, elle est de très, très grande qualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que soit dans la robinetterie, dans les réservoirs d'eau chaude, dans les tours de refroidissement, il y a des bactéries qui peuvent s'y retrouver et, avec le temps, s'y multiplier. Donc, si ces bactéries-là se multiplient, certaines d'entre elles peuvent être potentiellement dangereuses. Donc, si on les utilise, par exemple, pour mettre de l'eau dans des appareils, par exemple, pour le nettoyage nasal, pour les appareils pour la respiration, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc, ces appareils-là, si l'eau est elle-même contaminée, donc les bactéries peuvent s'y retrouver et s'y multiplier. Donc, si par exemple, quelqu'un qui souffre d'apnée du sommeil a des bactéries qui lui sont directement envoyées dans les voies respiratoires, clairement, ça ne doit pas aider sa cause et ça peut même provoquer des infections qui sont graves. Donc, ce sont quand même des infections, je vais rappeler encore une fois, je veux rappeler les gens, rassurer les gens, ce sont des infections qui sont rares, mais qui sont possibles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si vous nettoyez, utilisez de l'eau pour ces appareils-là, utilisez de l'eau qui a été préalablement bouillie, donc ça va éliminer les bactéries qui pourraient s'y retrouver. Donc, ça diminue de beaucoup, voire élimine les chances que vous soyez infecté par l'utilisation de ces mêmes appareils-là. Donc, encore une fois, c'est très peu probable. C'est des infections qui sont rares. Juste peut-être rappeler une bactérie peut-être que les gens vont connaître, la maladie du légionnaire. C'est une bactérie qui peut même survivre dans les réservoirs d'eau chaude si, par exemple, votre réservoir d'eau chaude n'est pas maintenu à une température supérieure à 60 degrés Celsius. Donc, les bactéries, à ce moment-là, vont y survivre et ne serait-ce qu'en prenant votre douche ou en utilisant de l'eau qui est un peu chaude ou tiède pour nettoyer les appareils. Donc là, la bactérie pourrait se déposer sur les surfaces. Donc, assurez-vous que l'eau de votre chauffe-eau est suffisamment chaude. Sinon, utilisez de l'eau qui a été bouillie pour tous vos appareils de santé. Là, les gens vont dire pourquoi c'est pas dangereux d'en boire, mais c'est dangereux si on nettoie certains appareils. C'est parce qu'on aspire davantage d'eau par le nez, c'est ça, et ça va vers le cerveau? Oui, puis ce qui arrive aussi, c'est que si, par exemple, si vous avez de l'eau, bon, l'eau est courante, on la laisse couler, les bactéries ne s'y accumulent pas comme telles. Donc, dans l'eau courante, l'eau va, pas l'eau, mais les bactéries, les micro-organismes vont se multiplier dans une eau qui est stagnante. Donc, si dans votre appareil, ne serait-ce que quelques gouttes d'eau qui contiennent un ou des micro-organismes, au départ, la quantité n'est pas suffisante. Mais l'appareil, souvent, donc, va chauffer. Puis là, je pense, entre autres, les appareils qu'on utilise pour humidifier les chambres des enfants. Oui. Donc, on met de l'eau là-dedans. En chauffant l'eau, veut pas, ça devient par un environnement qui est propice au développement. Donc,
quelques bactéries à la base. Donc, si tu bois directement l'eau, il n'y en a pas beaucoup de bactéries. Donc, ces bactéries-là ne vont pas t'affecter outre mesure. Mais si tu les places dans un environnement où elles peuvent se multiplier, là, on change la donne. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter, dans le fond, de nettoyer les appareils et que l'eau y demeure, qu'elle y soit un petit peu stagnante et que les bactéries aient la chance de se multiplier. Mais si les bactéries n'ont pas la chance de se multiplier, l'eau que vous consommez là, ne vous rendra pas malade. Là, à moins qu'il y ait une rupture dans une conduite qu'on demande à la population de faire bouillir l'eau. Mais là, sinon, l'eau que vous consommez normalement, si c'est l'eau de la ville, parce que si vous avez un puits, il faut assurer un meilleur suivi. Là, mais l'eau de la ville là, est de très, très bonne qualité. Il n'y a pas d'erreur là. OK. Autre sujet qui a attiré mon attention en provenance des États-Unis. On parle de possibles risques accrus d'AVC chez les 65 ans et plus qui reçoivent le vaccin contre la COVID et le vaccin contre la grippe le même jour. Ce qu'on a fait ici également, est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter, Patrick? Est-ce qu'on a plus de détails là-dessus? Oui. Pour l'instant, non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, l'étude a été menée pour vérifier, dans le fond, l'innocuité, donc la sécurité du vaccin, le nouveau vaccin bivalent contre Omicron. Donc, on voyait que, bon, il y avait certaines statistiques qui montraient qu'il y avait une petite, là, je dis légère augmentation là, des cas d'AVC, mais on a réalisé que ça se produisait surtout chez les personnes de 65 ans et plus qui avaient reçu en même temps et le vaccin contre la grippe et le vaccin, le nouveau vaccin bivalent de Pfizer. Donc, il reste encore beaucoup de détails à étudier, à vérifier avant de, on va dire, sonner l'alarme, parce que ces risques-là sont quand même minimes par rapport à ce que les virus eux-mêmes pourraient causer comme AVC et problèmes circulatoires. Donc, mais dans ce temps-là, pourquoi on ne joue pas de prudence et dire, on va quand même offrir les deux vaccins, mais séparément, en attendant la suite des études là-dessus? Oui, écoute, ça pourrait être une possibilité dans le fond, mais je pense qu'une des stratégies, c'était justement de favoriser, disons, soit les déplacements des personnes, donc on fait d'une pierre deux coups. Et si on n'est pas revenu sur la décision, c'est parce que les risques sont encore une fois minimes par rapport aux conséquences que l'infection elle-même pourrait causer. Donc, je suis d'accord avec toi, LP, si les gens ne sont pas eux-mêmes rassurés, peuvent tout simplement étaler, on va dire, leur vaccination de quelques semaines, mais somme toute, pour l'instant, la FDA aux États-Unis et ici même, on n'a pas changé les directives pour la vaccination. Mais si les gens ne sont pas à l'aise, ils peuvent demander à ce qu'ils reçoivent un seul vaccin à la fois. Bon, il y a par ailleurs une autre étude, toujours aux États-Unis, qui semble dire qu'une vaccination adéquate pourrait bel et bien, finalement, réduire le risque d'être infecté et de transmettre la COVID. C'est dur à suivre, Patrick, parce qu'on nous dit le contraire depuis 2 ans. Oui, puis c'est ce on l'observe. La vaccination, disons, le principe vaccinal idéal qu'on s'imaginait avec l'arrivée des vaccins contre la COVID, c'est que ces vaccins-là allaient bloquer l'infection et limiter, sinon arrêter la transmission comme telle. Mais force est de constater que c'est pas ça qui s'est produit, donc les gens peuvent être infectés quand même. Souvent, on a mis plus l'emphase maintenant sur, OK, ça diminue les cas graves et tout. Mais les dernières études démontrent que oui, cette diminution-là de l'infection et de la transmission est suffisante pour justifier le fait, surtout pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, de se faire vacciner pour protéger de façon plus efficace les patients ou les personnes dont elles prennent soin. OK, donc c'est pas parfait, mais puis je pense à des gens qui côtoient beaucoup des personnes âgées, là, leurs parents ou leurs grands-parents. Il y a quand même une certaine protection. Là. On a moins de chances de donner le virus à quelqu'un d'autre si on est adéquatement vacciné. Exactement ça. Donc, pour les personnes qui travaillent en CHSLD ou les gens qui côtoient fréquemment, bon, comme tu disais, les parents, grands-parents qui sont peut-être plus vulnérables. Donc, il y a un effet, un bénéfice réel qui a été mesuré. Donc, ça vaut la peine. C'est sûr que c'est pas parfait, LP, là, puis je veux pas faire semblant que ça l'est. Ça ne l'est pas, mais si on veut protéger plus efficacement ces personnes-là qui sont plus vulnérables, donc ça vaut la peine d'être à jour dans ces vaccins pour vraiment diminuer les risques de transmission. Non pas les éliminer, mais les diminuer. Et en terminant, Patrick, un mot sur le nouveau sous-variant de l'heure, là, le XBB 1.5, qui prend de plus en plus de place au Québec. C'est pas vraiment une surprise. Et par contre, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, si je comprends bien.
Non, écoute, c'est un variant, on s'y attendait un petit peu là, avec la facilité de la transmission, donc qui va devenir de plus en plus, on va dire, prévalent, donc qui va être celui qui risque de devenir le numéro 1, on va le dire comme ça, mais ça ne change pas grand-chose sur le nombre de cas qui sont admis à l'hôpital ou les cas graves. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La seule chose, LP, là, pour certaines personnes qui ça concernerait, c'est que ce sous-variant-là démontre, comment je pourrais dire, une certaine forme de résistance à certains traitements que des personnes reçoivent lorsqu'elles sont immunosupprimées. Donc, par exemple, on avait des médicaments sous forme d'anticorps qui aidaient les personnes à guérir et ce sous-variant-là ne répondrait pas à ces anticorps-là. Donc, si quelqu'un est immunosupprimé et reçoit des anticorps pour l'aider à lutter contre l'infection, là, le variant est un petit peu plus problématique. Mais pour l'ensemble de la population, les chances que vous soyez affecté de façon très grave, hospitalisé, ça ne va pas remplir les hôpitaux, ça ne va pas nécessairement, je peux vous garantir, ça ne changera pas la réalité que l'on vit. On ne va pas revivre de confinement ou quoi que ce soit. Donc oui, il est plus présent, facilement transmissible, mais pas, ou peu, je devrais dire, pas, surtout peu de cas graves. Donc ça ne va pas remplir les hôpitaux. Mais vu qu'il est plus résistant au traitement, pour les personnes vraiment vulnérables, ça veut dire qu'il faut peut-être être à jour dans nos vaccins, là. Être à jour dans les vaccins, puis si on va dans les milieux publics à ce moment-là, peut-être porter le masque. Je sais que c'est pas, encore une fois, quelque chose que les gens apprécient, mais pour ces personnes-là, pour qui il y a un risque accru, ça vaut la peine de mieux se protéger parce que ce variant-là va commencer à se répandre partout dans la province, va être facilement transmissible. Encore une fois, pour la plupart des gens, ce ne sera pas problématique, mais pour les personnes qui sont immunosupprimées, prendre des mesures supplémentaires pour se protéger. Merci pour les conseils, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. À la semaine prochaine. Yes, sir. OK, voilà pour notre microbiologiste Patrick Filion. Dans un instant, Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur.